complaisance vis-à-vis des artistes maudits. Moi, j'en ai un peu assez de cette espèce de romantisme autour de ces stars. Cela fait plus de 25 ans qu'on entend parler de Pierre Palmade, soit pour ses pièces de théâtre, soit pour ses frasques liées à l'alcool et à la drogue. Pierre Palmade est un toxico. Alors, il y en a des milliers dans l'histoire. Jim Morrison, mort dans son vomi, Elvis sur ses toilettes. Oui, ce sont des toxicomanes. Le talent n'enlève pas ça. Il y a un drame personnel chez Palmade, c'est certain. Mais il y a aujourd'hui une femme qui a perdu son bébé et un père et son fils de 6 ans qui sont entre la vie et la mort. Alors ce n'est pas seulement irréparable comme l'a titré hier le journal Le Parisien, c'est impardonnable. Voilà ce qu'a dit Abba Ventura. Est-ce que vous la comprenez Oui. Oui. Ah oui, elle a totalement raison. Et il suffit de voir le traitement médiatique qu'il y a eu au tout début de l'affaire. Tout le monde, enfin tous les médias, la majorité des médias ont pensé uniquement à Pierre Palmade et pas aux victimes. Ouais. Donc évidemment qu'il y a un traitement qui est beaucoup trop sympathique avec Pierre Palmade. D'ailleurs, ça a été le cas pendant des années avec ses interviews complaisantes en disant « Ah, vous êtes un artiste, un écorché vif ». Là, c'est sûr que quand c'est la vie d'une famille qui est détruite, on a envie d'être beaucoup moins sympathique et beaucoup moins compréhensif avec lui. On va avoir des nouvelles de cette affaire qui a encore rebondi aujourd'hui avec Bruno Pomar et Myriam Palomba. Il y a le porte-parole du gouvernement aussi, Olivier Véran, qui s'est exprimé sur cette affaire. Regardez ce qu'il a dit. La nature du stupéfiant qui va être consommé peut dépendre, et en fonction des lieux, si vous êtes en métropole ou en ruralité, du profil social de l'usager. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale, et encore moins politique, vis-à-vis de telle ou telle drogue, sous prétexte que tel ou tel public le consomme plus favorablement. La drogue, la cocaïne, les opiacés sont des drogues extrêmement dangereuses, avec un pouvoir addictif extrêmement puissant, et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens. Et en 87, je voudrais vous montrer quelque chose. Michel Larocque et Pierre Palmade interprètent une pièce. Elle s'appelle Il s'aime, vous connaissez cette pièce. Et dedans, le sketch du permis de conduire est terriblement prémonitoire. Regardez, Pierre Palmade est vénère contre Muriel Robin, qui vient d'avoir son permis, qui ne maîtrise pas trop encore la voiture. Regardez. Je vais doucement. Oui. Je suis à 60. C'est la seconde pour voir. Bon. Mais alors toi, tu regardes la route, puis moi, je passe la seconde. Non, regarde la route, chérie. C'est parce que cette voiture, elle est beaucoup plus grosse que celle d'Elson, alors ça... Oui, c'est la plus grosse, oui. C'est la plus chère aussi. Alors reste un peu sur ta droite, t'es au milieu de la route. Il n'y a personne en face. Tu verras, c'est pas toujours comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est fou, ça. C'est incroyable. Et il y a quelques jours, Pierre Palmade a posté une vidéo assez étrange dans laquelle il parle de son espérance de vie. Regardez. 2 fois 54, 108. C'est-à-dire que si je suis à la moitié de ma vie, je mourrai à 108 ans. Et 3 fois 54, 162, ce qui fait que si je suis à un tiers de ma vie, je mourrai à 162 ans. Mais ça, c'est quand même peu probable. Oui, non, je ne suis pas à un tiers de ma vie. Alors, bien sûr, tout le monde donne son avis maintenant sur cette affaire. On va avoir des nouveaux éléments dans un instant. Même un habitant de chez lui qui a témoigné, puisque tout le monde est... il est un habitant, un voisin à lui, qui a témoigné, qui a dit... il était désagréable. Voilà, qu'il avait devenir agressif, vulgaire. Il refusait les interviews. Après, tout le monde donne son avis maintenant aussi. C'est toujours comme ça. Hein. Alors... Pierre Palmade a évoqué à plusieurs reprises son addiction à l'alcool et aux drogues dans les médias. Et l'un des moments les plus forts, c'est dans On n'est pas couché sur France 2. Regardez, il était complètement conscient qu'un jour, il lui arriverait quelque chose de grave. Regardez. Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie. Je pensais que c'était un divertissement. J'ai subodoré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Et ça fait 10 ans que j'essaye d'arrêter. Tout ce qu'on fait quand on a bu une bouteille de vodka et pris de la drogue, on est minable, on est... Voilà. De toute façon, j'ai honte de toutes les murges et de toutes les consommations de drogue que j'ai faites. Sauf que je sais que maintenant, c'est une maladie. Alors, je serai dépendant à vie, mais je peux être abstinent toute ma vie. C'est-à-dire que si j'évite tous les pièges, je peux, à partir d'aujourd'hui, depuis 3 semaines en tout cas, je peux ne plus jamais en prendre de ma vie si je me démerde pas trop mal. Et en septembre 2020, il était venu nous voir, Pierre Palmade, il était venu sur notre plateau. Certains messages sur les réseaux l'accusaient de ne pas être dans son état normal. Il avait décidé de répondre en direct après la pub. Regardez. Non, mais depuis 1 an où j'ai parlé des problèmes d'alcool et de toxicomanie, dès que je fais un petit truc un peu fou, ça y est, il est encore défoncé. Donc, je voulais dire aux gens que l'alcool et la drogue ne donnent pas de talent. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie, c'est parce que pour avoir du talent, je suis obligé de ne pas en prendre. Exactement. Donc, et puis si j'ai envie de faire ça, ça ne veut pas dire que je suis bourré. Et je vais vous dire,
je vais vous dire, je ne savais pas si j'allais faire rire ou pas. Non, mais- Et je me suis dit, en cas de coup dur, je dis, si l'émission n'est pas drôle, je dis, je mets une jupe. Ouais. Et je lui dis, bon, et je continuerai l'émission en jupe. Ah oui. Comme ça, tu vois. Ah oui, quand même. Bah voilà. Et ben voilà. C'est ça qu'on aime, voilà. Faites gaffe quand même, il y a un truc qui dépasse. C'est vrai. Non, mais voilà, mais c'est vrai que voilà, ça nous fait de la peine. Bien sûr, on pense avant tout à la famille des victimes, exactement, et à la famille, cette famille qui est décimée. Ouais. Mais c'est vrai c'est un garçon tellement sympathique, Pierre Palmade, quand il n'est pas dans ses travers. C'est vrai que voilà, on était très heureux de l'avoir ici. Même ses amis évoquent ses addictions. Regardez, Jean-Luc Moreau, il a raconté une anecdote qui en dit long sur le rapport de Pierre Palmade à la drogue. Regardez. J'ai eu un petit souci au début, un petit souci le premier jour de répétition de la pièce, où il y a eu un petit problème de drogue. Oui. J'étais même très surpris d'ailleurs, parce qu'il m'avait demandé 100 balles pour aller voir un fournisseur. Et moi j'ai appelé son agent en disant que ce n'est pas possible. Et l'agent me répond, mais on va tout de suite vous rembourser. Ce qui est hallucinant. Ah ouais. Il aurait dû. Je ne pensais pas qu'il allait me dire ça, franchement. Voilà, donc tout le monde en parle. Jean-Marie, je sais que tu étais très proche de Pierre, et c'est vrai que... Voilà, moi, je suis très emmerdé, je suis entre le marteau et l'enclume, si tu veux. Moi, je vois quelqu'un qui a été un ami, il ne peut pas renier ça, je le vois tomber, comme s'il venait de se jeter d'une falaise, et je le regarde tomber, et je ne peux rien faire. Rien, il n'est pas rattrapable, et il est complètement coupable. C'est extrêmement emmerdant. Pour moi, j'ouvre la bouche, ou je l'enterre, et c'est déjà fait, parce que... tu vois, vu les circonstances, vu tout ce qui va se passer... Alors on va en parler dans un instant, parce qu'il a été entendu aujourd'hui. Voilà, c'est très très pénible, et je renouvelle à chaque fois mes pensées pour, mais juste, évidemment, pour les victimes. Toi, t'as arrêté l'alcool il y a combien de temps, là? En octobre. Moi, oui, 18 octobre. Moi, je suis assez fier, hein. Je serai à 4 mois le 18. Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit, je vais lui dire, tu te sens mieux? Ah, mais 100 000 fois mieux, je suis une autre personne. Mais si je voulais te dire quelque chose de plus intime, tous les amis de Pierre, tous ceux qui ont côtoyé Pierre, tous sans exception, lui ont dit, Pierre, arrête. Vraiment, tout le monde, il n'y a pas une seule personne. Et on s'est tous cassé les dents. C'est-à-dire, il dit non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. Et donc, il a survécu à tout ça. Et puis là, c'est la grosse punition. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire. Tu lui disais Elle quoi, est arrivée. Hein, tu lui disais genre, regarde-moi, tu l'as pas dit moi, regarde comme... Tu l'as pas dit, regarde comme je me sens mieux, tu lui disais pas quand tu l'avais au téléphone, regarde, moi je suis un autre homme. Pas ces derniers temps, parce qu'on s'est perdu de vue depuis pas mal de temps, une dizaine d'années, peut-être même un petit peu plus. Non, c'est que ce qu'on se disait, c'est que même si il nous était arrivé de faire la fête, et peut-être même de se coucher à pas d'heure après, genre midi, après l'after, tu vois, de se dire que ça suffit une seule nuit blanche, tu vois, mais pas 3. Tu vois, et à ce rythme-là, on se disait d'une part que c'était pas jouable, que Pierre ne pourrait pas survivre à ça. Et là, il est arrivé un drame plus que monstrueux, parce qu'il se retrouve responsable de la vie d'autres personnes. Donc, il est passé, comme, si j'ose dire, entre les gouttes tellement de fois, et après tellement d'interdictions que nous lui avons signifiées, que voilà, maintenant c'est le drame, et on ne peut que constater... Vous êtes parlé entre vous, tous ces proches, ou pas du tout, depuis le... Moi, curieusement, non, j'en ai pas tellement parlé, parce que ça nous ramène tous à cette période, tu vois, d'amitié, il y a 15 ans, je parle, il y a un peu de prescription là-dessus, mais bien sûr que quand on se souvient de toutes les fois où on a dit une nuit blanche, ça va, 2, c'est pas possible, 3, tu sais même plus comment tu t'appelles, tu risques, te baladant dans la rue, de rencontrer, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, de rencontrer n'importe qui, de se faire cambrioler, même tabasser éventuellement chez soi, que tu ramasses au bout de la 3e nuit blanche. Tu prends des coups d'accélérateur, tu vois, pour continuer à tenir debout, tout en continuant à ingurgiter de l'alcool. C'est le grand problème de la cocaïne, quoi. C'est que une fois que ça a été une drogue qui a fait des miracles... On a fait des soirées comme ça, quoi. Bien sûr, mais une fois bourré, quand tu utilises quelque chose qui fait que tu es plus bourré, et que donc, au lieu de boire
tu vois, de boire 10 whisky, tu peux en boire 20 et te retrouver à rentrer en moto. Moi, je suis des fois rentré en risquant uniquement ma vie à moi, parce qu'en 2 roues, tu risques pas, tu vois, d'écraser un bus ou une voiture. Mais je remercie les fois où des potes dans la boîte où j'étais qui m'ont piqué les clés de ma moto pour me dire, bah non, tu rentreras pas comme ça, tu rentreras en taxi. Et Pierre l'a presque tout le temps fait. Il avait quand même la conscience de ça, de ne pas conduire son propre véhicule quand on est défoncé depuis plus de 48 heures, des fois 72. C'est fort, hein, ce que raconte Jean-Marie ce soir. T'es plus heureux maintenant? Ah bah non, mais j'ai l'impression que ça ne m'est jamais arrivé à ce point, que je suis loin, en famille, avec mes enfants et tout. Je sais même pas... j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire que j'ai vécu une période comme énormément de gens à l'époque. C'était une espèce de grande mode. On ne pouvait pas aller, à l'époque, il y a 15 ans, dans une boîte sans penser où on allait aller au moment de la fermeture. C'est-à-dire, ça ferme à 6 heures, on va où après? C'est quoi l'after et c'est où, tu vois? Et... T'es déchiré? T'es déchiré? Oui, bien sûr. Ah. Je suis... je te dis... heureusement que j'avais un petit réservoir de conscience et qu'on a tous, je dis bien tous les amis, tous ceux qui ont fréquenté de très près Pierre, lui, l'ont sommé d'arrêter en disant on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas trop loin, parce qu'un jour, il va arriver un malheur, et ce malheur est arrivé, et maintenant, on ne peut faire autre chose que de l'enfoncer dans le trou dans lequel il s'est mis, quoi. Alors, excusez-moi, Cyril, mais ce qui m'interpelle dans ce que dit Jean-Marie, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui, en fin de compte, personne. Pas même sa famille, sûrement, évidemment, des proches, qui auraient peut-être pu l'aider, parce que lorsqu'il parle, il a l'air vachement conscient de ce qu'il est. Sa maladie. Drogué, etc. Il le dit lui-même, hein, jusqu'à arriver à ce qu'on sait maintenant. Mais ce personnage-là aurait pu être mis sous curatelle. Moi, je prends juste un exemple. Dans mon village, j'ai un gars qui buvait de l'alcool comme un malade. Et j'étais à 2 doigts de le mettre sous curatelle en tant que maire. J'aurais pu, la loi me l'autoriser, le faire. Bon. Garantie pour lui, c'est qu'il est mort entre-temps. Mais c'était un véritable danger pour nous. J'étais prêt à faire une intervention moi, auprès du préfet pour dire ce mec-là, il faut le mettre sous traitement, c'est-à-dire l'enfermer et le soigner. Et c'est dommage. On a tous pensé à ça. Mais je pense qu'il n'a pas eu de suivi parce que c'est pas normal d'en arriver là. C'est très. Non mais Bruno, pas un seul de ses amis ne lui a pas dit arrête, stop. Ses amis, oui, mais sa famille ne voulait pas. C'est ça ce qu'on me dit. Ses amis voulaient... voilà, il n'a pas fait. Ouais, mais c'est ça. Hein. Oui, on est toujours dans l'indulgence. En fait, il n'y a que la famille qui peut décider de mettre quelqu'un sous curatelle. Sa famille ne voulait pas. Moi, mon meilleur ami est très proche de Pierre et de Pierre Palmade. Et tu dis qu'on ne l'a pas aidé. Enfin, il n'a pas été aidé. Ils l'ont tous dit, effectivement, qu'il fallait qu'il soigne. Mais quand il était sobre, il était conscient qu'il fallait qu'il le fasse. Et il a fait plein de cures, Pierre. Hein. Il est parti en cure à Boulogne, il est parti en cure à Tunisie, mais il est resté 3-4 jours. Et je pense que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, un ami proche, pour aider son prochain, ne peut pas décider de le mettre dans un hôpital ou d'être aidé. Il n'y a que la famille. Et la famille ne l'a en tous les cas jamais fait. Et c'est vrai que ça fait 2 ans en tous les cas que Jean-Phi et d'autres, mon meilleur ami, ont pris conscience que c'était devenu extrêmement compliqué, extrêmement grave. Merci. Alors, Myriam Palomba, parce que ça rebondit aujourd'hui, il est 21h02, on est en direct. Qu'en est-il pour Pierre Palmade aujourd'hui? Alors, Pierre Palmade a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, donc directement? Aujourd'hui, ses droits lui ont été notifiés peu avant 14h à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il était hospitalisé. Il a été conduit sous escorte policière à l'hôpital de Melun, où là, il est entendu par les policiers. Il s'agit en fait de faciliter sa présence. Il est entendu en ce moment encore? Oui, il a entendu, oui. Voilà, on va avoir des infos avec Bruno Pomar dans un instant. Il a été transféré donc cet après-midi? Cet après-midi, sous escorte policière à l'hôpital de Melun. Le but, c'est de faciliter sa présentation devant le juge d'instruction du tribunal de Melun. Et puis, éventuellement, s'il y a une détention provisoire qui va être décidée par la suite. Il a le droit de recevoir des visites à l'hôpital? Pour l'instant, non, puisqu'il est en garde à vue pendant 48 heures. D'accord. Lui ou ses proches, est-ce qu'ils ont tenté de joindre les familles des victimes ou les victimes? Pour l'instant, non. Enfin, moi, de mes infos, j'ai pas ça. Et là, l'enquête avance à grands pas parce qu'il y a également les deux... Alors justement, on va en parler avec Bruno. Parce que Bruno, il y a eu ça a rebondi aujourd'hui. Oui. Donc Pierre Palmade est actuellement en garde à vue.
Oui, tout à fait. L'enquête ne fait que commencer, en fin de compte. On va savoir exactement ce qu'il va pouvoir dire aux enquêteurs. Ça va être un travail intéressant, évidemment, pour connaître également la réalité de ce qui s'est passé, dérouler le fil de l'histoire, comme on dit, et surtout les deux individus qui ont été retrouvés. Donc un à Clichy qui a été interpellé. Parce qu'il y avait 2 individus qui se sont sauvés de la voiture au moment de l'accident. Eux, apparemment, étaient en bonne santé, donc ils n'ont rien eu. Ils sont pu sortir de la voiture, s'extirper de la voiture. Et ça fait plusieurs jours qu'on les recherchait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus? Alors, il y en a un qui a été interpellé, qui est un jeune Marocain de 34 ans, sans papier, d'après les informations. Sans papier. Est-ce que c'est un escort girl? Oui, une situation irrégulière. Sur le escort boy, on ne sait pas encore. Les éléments d'enquête nous le diront au fur et à mesure. Visiblement, c'est un escort boy qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux. Oui, vu en le fait, profil. Qui a été interpellé hier à Clichy-la-Garenne. En fait, il était hébergé par une dame. Et grâce à l'analyse du portable de Pierre Palmade, ils ont réussi à le repérer et ils sont allés l'arrêter ce matin à 6h30. Et le deuxième, ce qui est intéressant dans le deuxième, c'est qu'il est connu des services de police pour des problématiques de stupéfiants. Donc ça va être très intéressant pour les policiers, évidemment, de voir si derrière il y a un réseau aussi, parce qu'il y a tout un travail qui est fait au-delà de l'enquête à proprement parler. Il y a tout un travail qui va être fait par les enquêteurs qui sont nombreux dans ce type d'affaires, parce qu'il faut fermer toutes les portes. Et ça, c'est un travail qui est essentiel pour les enquêteurs, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, aussi pourquoi ils sont partis, parce que non-assistance à personne en danger, il faut savoir que ça coûte cher aussi. C'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce qu'ils mériteraient. Alors justement, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs, donc il y a 3 personnes en garde à vue. Il y a un homme donc soupçonné d'être l'un des 2 passagers de la voiture, donc vous avez dit, c'est un Marocain de 33 ans, inconnu lui des services de police, mais sans papier apparemment. Et la femme qui l'hébergeait depuis plusieurs jours a également été interpellée à son domicile. Oui, exactement. Elle a été interpellée en même temps que le juge, enfin le premier fuyard qui s'appellerait Mossine. Voilà, et qui aurait Mossine et qui aurait 33 ans. Oui, qui a déjà vu un avocat, lui. En amont, il y a un avocat qui est venu. Alors, non, ça c'est le deuxième. Les policiers sont remontés à lui, car la veille de l'accident, cet homme s'est rendu dans la pharmacie à proximité pour acheter des seringues. C'est ce qui est dit aussi, donc ça c'est extrêmement important aussi, ce petit point. Et cet après-midi, donc le deuxième passager a fait savoir aux enquêteurs par le biais de son avocat qu'il souhaitait se rendre. Le procureur de Melun a fait savoir qu'il y a quelques minutes, le deuxième fuyard a été également placé en garde à vue. Et comme vous l'avez dit, lui, il était connu des services de police pour des faits de stupéfiants. Pourquoi ? Ils sont rapatriés sur Melun, comme le disait Paloma, parce que le tribunal compétent, c'est Melun, et surtout la direction départementale de la sécurité publique peut assurer la sécurité de ces 2 individus qui sont évidemment dans ce service de police et qui seront évidemment auditionnés, qui doivent être d'ailleurs auditionnés actuellement. C'est à 13h55 précisément qu'il a été placé en garde à vue, Pierre Palmade. Son état ? Alors, ils estiment qu'il est apte à subir un interrogatoire. Après, psychologiquement, il est extrêmement surveillé. Voilà, parce qu'il va très mal et évidemment, les gens ont peur qu'il se suicide ou qu'il fasse un acte qui le condamne à jamais. Mais visiblement, s'il a donc été interrogé, ça veut dire que les médecins, parce que c'est eux les compétents là-dedans, qui peuvent donner le top pour pouvoir l'interroger. Oui. Ça, c'est très important, il faut le prendre en compte. Apparemment, il n'y aurait pas mis donc, de télé dans sa chambre. Non. Pour qu'il... voilà. C'est une vraie garde à vue dans l'hôpital. En fait, pendant 48 heures, il a accès à rien, il ne voit personne. Ils essayent de créer au maximum les conditions d'une garde à vue normale. D'accord. Et il est interrogé depuis 13h55 ? Oui, à partir du moment on lui signifie la garde à vue et puis c'est parti. Non, d'abord, il a été transféré. Oui, mais à partir du moment où il était à l'hôpital sur Melun, effectivement, il est interrogé non-stop, où on le laisse se reposer, les enquêteurs reviennent. Enfin, il y a tout un les médecins ont dit d'accord, mais sans doute avec des pauses. Bien sûr. Et lorsqu'il est en pause, il est tout seul. Quand il est interrogé sur les faits, il est possiblement accompagné d'un avocat. Et pour le moment, il est en garde à vue, donc 24 heures qui peuvent être renouvelées pour 48, pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants. C'est-à-dire que pour le moment, il y a l'homicide involontaire quand même, qui reste... Ou volontaire. Qui reste ouvert. Et à propos des 2 fuyards, il faut noter qu'ils risquent non pas 5 ans, mais 7 ans de prison pour non-assistance en personne en danger, parce qu'il y avait un mineur qu'ils auraient pu secourir, ça alourdit. Donc très vraisemblablement... très vraisemblablement, le deuxième qui a appelé la police, avec son avocat, a essayé de passer cet appel pour tenter après... possiblement d'alléger sa peine en disant, voyez, j'ai fait la démarche de... Voilà, ça peut servir ses intérêts dans le futur. Voilà.
D'accord. De toute façon, il avait été quand même repéré par les policiers. Oui. Il l'avait vraiment identifié grâce au téléphone de Pierre Palmade. Et carte bleue, téléphonie et carte bleue, voilà, comme vous le disiez. Il a été repéré par la carte bleue. Les deux. Ils étaient repérés, ils étaient cuits. Et du coup, il y en a un, je pense, qui a dit, comme je sais que je vais être intercepté, je tente de dire je vais me rendre. Voilà. Alors, est-ce qu'on sait ce qui se passe actuellement, Bruno Pomar? Parce que je sais que vous avez beaucoup de notes. Oui, je m'en sors plus d'ailleurs. J'avais pris aujourd'hui. Non, il y a la mise en examen qui va arriver automatiquement. Hein. Le juge d'instruction va signifier à M. Palmade, évidemment, ses droits. Ça, c'est essentiel. Hein. Est-ce qu'il peut ressortir de l'hôpital ou est-ce qu'il va être... en détention provisoire. Oui, en détention provisoire. Toute la question est là. Hein. C'est une vraie question. Moi, je pense que, compte tenu du profil du personnage, parce que les faits divers comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup en France. Hein. Bien sûr. Ce type d'accident, je dirais, arrive. Alors, justement, parce que il y a 700 personnes qui se tuent sur les routes à cause des suites. Ça, c'est intéressant pour nos téléspectateurs. Oui. Là, si c'est une personne normale, c'est pas Pierre Palmade, est-ce qu'elle est en détention directe? Garde à vue, la procédure est la même. Garde à vue 24 heures et 48 heures. Normalement, il n'y a pas de détention provisoire dans ce cadre-là. Mais là, ils peuvent effectivement... Donc là, Pierre Palmade, il peut avoir une détention provisoire. Oui, où il sera mis, je dirais, sous contrôle médical. Parce non, mais juste, Bruno, vous en avez vu des trucs. Si c'est pas Pierre Palmade, la même histoire, est-ce qu'il y a une détention provisoire ou pas? Ça peut, suivant le cas, effectivement. S'il y a une volonté de tuer, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu l'accident, non mais c'est important de le dire, ça va déterminer d'ailleurs l'homicide volontaire ou involontaire. C'est-à-dire la volonté de tuer. C'est-à-dire, est-ce que Pierre Palmade n'a pas pris sa voiture? Non, mais oui, mais tout ça va rentrer dans la détention provisoire. Là, on va loin. On va loin, là, Bruno. Mais non, les amis, non. Est-ce que Pierre Palmade a délibérément jeté sa voiture sur... Non, mais tous ces éléments vont être mis en avant par les enquêteurs. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il a voulu peut-être se suicider? Non, mais on n'en sait rien, attendez. Est-ce qu'il a perdu le contrôle parce qu'il était bourré ou camé ou parce que le mec il a fait des chatouilles, je sais pas quoi. Donc, il se dispute à l'intérieur de la voiture. Donc il y a intentionnel ou non intentionnel. Non, ça va très loin. Donc est-ce qu'il a été, encore une fois, je le dis, cet homicide est volontaire ou pas? C'est toute la question. Alors, si c'est volontaire, c'est combien? Alors, il y a le lien avec les circonstances aggravantes, c'est-à-dire s'il y a une circonstance aggravante, les stupes, s'il y a les excès de vitesse, ça part de 5 ans, 7 ans, 10 ans de prison. Ça peut aller loin. 5 ans, c'est le délit de base et ce qui risque. 7 ans, c'est avec une circonstance aggravante. Il y en a plusieurs. S'il y a un excès de vitesse là-dessus, etc., tout ça, l'enquête de gendarmerie routière le prouvera, évidemment, hein, avec les éléments sur les voitures, etc. Et tout ça, ça s'accumule, et les circonstances aggravantes font qu'il peut prendre 10 ans de prison et, grosso modo, 150 000 € d'amende, je pense. Voilà. Donc ça, les circonstances vont être déterminées au cours de l'enquête. Gilles. Et le fait qu'il soit placé en détention ou sous contrôle judiciaire, quand même, nous donnera une vraie tendance par rapport aux premières analyses des faits que les enquêteurs et le juge d'instruction auront. Ça créera un débat, c'est sûr. Alors, une tendance qui pourrait être privilégiée, enfin une possibilité, c'est contrôle judiciaire avec injonction de soins. Très sérieux et très répété. C'est quoi ça? Donc ça veut dire qu'il va rentrer chez lui, mais... Avec, interdiction de sortir et des soins répétés. Et ça pourrait être aussi... Il sortirait quoi, à la fin de la garde à vue? Normalement, oui. Ah d'accord, oui. Donc là après-demain. 24 ou 48, s'il dit tout en 24 heures, on peut ne pas renouveler pour les 24 heures supplémentaires. Donc il pourrait être demain chez lui. Ouais, les enquêteurs peuvent penser qu'il est dangereux pour lui-même. Absolument. Et du coup, le mettre en hôpital. Mais les médecins ont un doute aussi. Dans son état de santé actuel, pourrait-il supporter une détention provisoire? Et ça peut jouer en sa faveur. Et de notre côté, l'état suicidaire que cet accident a pu... Exactement. Parce que, ce qu'il a dit à sa sœur, c'est quand même grave. Il a dit j'ai fait la pire des choses. Bon. Donc ce gars-là est déjà de nature en dépression, j'ai l'impression. Je pense qu'avec ça, c'est un élément complémentaire qui peut être décisif. Donc c'est très compliqué, et pour le juge et pour les enquêteurs, encore une fois, de prendre les bonnes décisions. Mais je pense que dans ce cas-là, et en plus, il y a encore une fois, il y a le fait qu'on en parle depuis une semaine, évidemment, sur les médias, etc. Donc les enquêteurs sont attendus au tournant, au même titre que le juge. Après, il y a les bonnes décisions pour les victimes aussi, parce que quand on a eu l'avocat hier, ils ont dit les victimes aimeraient bien qu'il aille en prison. Pensez aussi à la volonté des victimes. Bien sûr. Alors, ils disent que les gens disent que depuis octobre dernier, il était très déprimé, il s'est mis en retrait de son entourage, il avait replongé dans la coke et les rencontres sexuelles via Internet.
C'est ça, hein, Myriam. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les deux jeunes gens qui ont été interpellés sont effectivement des escort boys qu'il a rencontrés sur les réseaux sociaux et qu'il a fait venir chez lui dès le jeudi soir. Et ils ont fait de la fête ensemble pendant 24 heures à base de sexe et de cocaïne. Et on sait l'issue qu'a eu cette fête. D'accord. Et vous savez combien ils étaient? Ils étaient juste 3 Non, ils étaient 4 visiblement. Il y avait 2 autres personnes avec eux. Enfin, il y avait 4 personnes en plus de Pierre Palmade. 4 personnes. On ne cherche pas les 2 autres parce qu'en fait, ils pourraient peut-être dire des choses intéressantes. C'est en cours. Ça fait partie de l'enquête. Pour l'instant, on n'a pas vraiment. Il en manque 2 là. On n'a pas vraiment d'infos sur ça, mais effectivement, les enquêteurs cherchent également ces 2 personnes. Ils devraient les retrouver facilement, ça. Ils font des enquêtes d'environnement quand c'est ça. C'est Liambière où il habite. Il y a des enquêteurs qui tournent partout. Il y a des perquisitions qui sont faites, qui seront peut-être refaites par les enquêteurs. Il y a les vidéosurveillances aussi qui sont analysées. Il y a tout un tas d'éléments qui font que ça va permettre aux enquêteurs. Est-ce qu'il est possible qu'ils ne se souviennent plus de rien? Il n'a pas eu de traumatisme crânien. Non, mais vu l'état, parce que le disait Jean-Marie, quand on est sous état de produits chimiques, il disait qu'il ne savait rien. Alors, c'est ce quand quelqu'un est sous état de produits chimiques comme ça, etc. C'est ce qu'une de ses proches a dit il y a 2 jours. Qu'il ne se souvenait plus de la façon dont ça s'était passé. Oui, donc une perte de mémoire totale. C'est pour ça que les enquêteurs, encore une fois, ont un gros travail de recherche à faire. Les 2 individus interpellés, là, c'est une très bonne chose parce qu'ils vont pouvoir balancer, dire les choses qu'il fallait. Il y a la perquisition où on a su également qu'une annexe avait été visitée aussi. Bon, et voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose à cacher, sûrement. Très bien. Donc le travail va être long et ça va mobiliser beaucoup d'enquêteurs pour avoir la vérité. Enfin, la vérité, elle est là. Hein. Il y a malheureusement une famille qui est quasiment décimée.